Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La Guinée s'apprête à accueillir le Transform Africa Summit. Près de 2000 participants sont attendus à ce plus grand rendez-vous du numérique en Afrique. C'est la ministre des Postes et Télécommunications qui a fait l'annonce mercredi à Conakry. Et puis, mesdames et messieurs, le CHU donc renforce sa capacité en chirurgie orthopédique des enfants. Une mission médicale est actuellement à pied d'œuvre pour soigner, mais aussi pour former le personnel de l'hôpital. Une démarche qui doit permettre de limiter des évacuations sanitaires. Un livre sur la biodiversité en Guinée et porte la signature de l'ancien Premier ministre Cabinet Komara. L'auteur dresse un état des lieux et alerte sur les dangers qui menacent nos écosystèmes. On fera le point tout à l'heure dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Premier ministre a entrepris depuis quelques jours une tournée de remerciements à travers le pays. Dans la région administrative de Farana, Amadou Riba a échangé avec la presse locale. C'est la clôture d'une étape symbolique placée sous le signe de la renaissance et du renforcement de la cohésion nationale, et ce, après le scrutin référendaire du 21 septembre dernier. Ousmane Bangoa. Au terme de son séjour à Farana, le Premier ministre Amadou a rencontré la presse locale. Une étape qui marque la fin d'une mission de proximité consacrée à la reconnaissance envers les populations pour leur forte mobilisation autour du projet de constitution. La presse privée et publique de Farana, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pas pour reprendre ce qu'on s'est dit hier, mais tout simplement vous exprimer notre satisfaction par la manière par laquelle vous avez couvert différents processus pratiquement depuis un an. D'abord, nous avons procédé à ce recensement administratif à vocation électorale qui avait nécessité la mobilisation de l'ensemble de la population. Et grâce à Dieu, dans cette dynamique, après le fichier électoral, nous sommes allés dans ce processus de vulgarisation du projet constitutionnel. Là aussi, vous avez contribué, vous, médias, à travers les différentes langues nationales, pour faire comprendre à nos compatriotes le contenu du projet constitutionnel. Et grâce à Dieu, avec la campagne référendaire, et le référendum du 21 septembre 2025, nous vous en remercions. Nous remercions l'ensemble des populations guinéennes qui se sont illustrées positivement. Ce point de presse avec les médias locaux marque la fin du séjour du Premier ministre à Sankara, une étape hautement symbolique d'une tournée nationale placée sous le signe de la reconnaissance de l'unité et de la cohésion. D'autres étapes restent. Des étapes importantes. Donc nous devons consolider ce que nous venons de faire. Consolider ce que nous venons de faire revient à faire en sorte que les autres étapes qui vont intervenir, que ce soit l'élection présidentielle, l'élection législative, pour ne parler que de ces deux élections majeures, se fassent aussi dans la paix, dans la fraternité, dans un débat démocratique qui permette aux meilleurs des enfants de ce pays de compétir et puis de recueillir le suffrage des citoyens, sans discorde, sans injure, sans vindique. Et c'est cela qui va conférer le changement de gouvernance dont ce pays a rêvé depuis très longtemps. Ainsi s'achève l'étape de Sankara, une étape marquée par l'écoute, le partage et la reconnaissance. Un moment fort qui illustre la volonté du gouvernement de rester à l'écoute des citoyens et de consolider le lien confiance avec les populations à la base. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, en novembre prochain, Conakry sera donc au centre de toutes les attentions. Et pour cause, notre pays va accueillir à cette date le Transform Africa Summit. C'est l'un des plus grands rendez-vous du numérique en Afrique. Une première pour la capitale guinéenne qui se prépare donc à devenir le temps de l'événement, la vitrine de l'innovation technologique sur le continent.
L'annonce est faite ce mercredi par la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Marie-Angélique Bangoura, pour des explications. Connecter, innover, transformer, tels sont les maîtres mots du Transform Africa Summit qui fera de Conakry, le temps de près d'une semaine, la capitale africaine du numérique. Plus de 2000 délégués venus de 40 pays y sont attendus pour débattre, échanger et façonner le futur technologique du continent. Sous la conduite éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée sur la voie d'une transformation d'abord économique, portée par le numérique, fondée sur la souveraineté, la transparence et l'efficacité. Convaincu que la technologie est non seulement un outil de modernisation, mais aussi un instrument de justice sociale et d'égalité des chances. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'organisation du Transform Africa Summit 2025, une étape majeure de la mise en œuvre de la vision présidentielle pour une Guinée connectée, forte et influente sur la scène africaine. Placée sous le label Smart Africa, une initiative panafricaine lancée en 2013 pour booster la transformation numérique du continent, cette rencontre ambitionne de positionner la Guinée comme un hub technologique ouest-africain fort des réformes et projets déjà engagés. Ils verront nos réalisations, notamment le Data Center national Tier 3 de Coloma, Backbone national, les projets d'interconnexion régionale pour réduire le temps de latence, la modernisation de la Poste, la création de l'ANDE, de l'ANSUTEN, de l'ANSI. Mais ils verront aussi nos défis, ceux d'un pays qui avance, mais qui a besoin de partenaires pour aller plus vite et plus loin. Au programme, rencontre B2B, forum entre chefs d'État et jeunes innovateurs, signature de partenariats, sans oublier le Grand Prix de l'Ansouten, la rencontre annuelle des régulateurs africains. Un véritable concentré d'idées, d'énergie et d'innovation pour une édition historique, la toute première en Afrique de l'Ouest. Merci à Marie-Angélique Bangoura pour ces explications. Une question à présent dans ce journal. Comment combler le déficit de cadres spécialisés en statistiques, en démographie et en économie? En Guinée, le ministère du Plan et de la Coopération internationale mise sur la formation de jeunes talents. Ce sont 45 lauréats qui s'apprêtent ainsi à rejoindre les grandes écoles africaines de statistiques. Avant leur départ, ils sont reçus par le ministre Ismaël Nabé qui les a félicités, leur a prodigué des conseils et fait part de ses encouragements. Mamadi Ternaka Misoko. Dans sa volonté de doter la Guinée d'un système statistique national performant, l'Institut national de la statistique INS mise sur la formation des jeunes talents guinéens. À l'issue d'un concours rigoureux d'accès aux écoles africaines de statistiques, 45 lauréats passionnés d'économie et de statistique s'apprêtent à rejoindre l'École nationale supérieure de statistique et économie d'appliquée ENCA d'Abidjan et d'autres écoles régionales d'excellence. Nous comptons sur vous, chers amis, pour vraiment aller recueillir le savoir, pour venir ici parce que vous serez désormais formateurs. Parce que 45, oui, on a besoin de former des milliers de Guinéens statisticiens. Un sentiment de fierté et de reconnaissance surtout, parce qu'il faut dire que pour qu'on soit admis au concours, il a fallu des séances de mise à niveau, des séances de formation. Avant cette rencontre, une délégation du ministère conduite par le secrétaire général s'était rendue à Abidjan pour recevoir officiellement les résultats du concours passé par ces jeunes. En marge du jury, nous avons examiné le bilan de notre partenariat, identifié les défis et les leçons apprises au cours de ce partenariat. Nous avons également examiné la feuille de route pour l'année 2025-2026. Nous avons convenu de renforcer notre partenariat, notamment en termes de formation continue. Tout à l'heure, quand nous avons fait le bilan, c'est vraiment une progression importante que nous avons pu noter, nonobstant quelques points d'attention que nous devons avoir parce que notre objectif, c'est d'avoir des ressources humaines de qualité pour renforcer l'appareil statistique de la République de Guinée. Ce vaste programme de renforcement de capacité est soutenu financièrement par la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre Fazaok.
À présent, le contenu de ce communiqué de la Direction générale des élections. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle fixée au 28 décembre 2025 par décret numéro D 2025-0178 PRGS-GG et conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en ses articles 249, 250, 275, 276 et 341, la Direction générale des élections DGE met en place une commission de réception et de validation des parrainages et une commission financière. La commission de réception et de validation des parrainages est chargée du contrôle de l'identification des candidats et de leur parrainage sous l'autorité de l'organe de gestion des élections et en présence des mandataires. La commission financière, quant à elle, est chargée de proposer le montant de la caution à verser par les candidats ou les mandataires des entités prenant part à l'élection présidentielle prévue pour le 28 décembre 2025. Elle propose également le plafonnement des dépenses de campagne pouvant être engagées par les partis ou candidats indépendants prenant part à l'élection présidentielle. À cet effet, la Direction générale des élections DGE invite tous les partis politiques légalement institués en République de Guinée et tout autre candidat indépendant désireux de prendre part à ces commissions à désigner un mandataire accompagné d'une lettre d'engagement sur l'honneur d'être candidat adressée à la directrice générale des élections dans le but de participer activement aux travaux des dites commissions. Les informations du mandataire désigné, prénom, nom, fonction, contact téléphonique et adresse électronique doivent être transmises au secrétariat de la Direction générale des élections DGE, 6 au quartier Cameroun, dans la commune de Dixine, au plus tard le 9 octobre 2025. La DGE compte sur la participation effective et l'esprit de collaboration de tous les acteurs concernés pour la réussite de cette phase importante du processus électoral. Conakry, le 7 octobre 2025, la directrice générale, Mme Kamara Dienabou Touré. C'est un soutien de taille dont vient de bénéficier la préfecture de Farana, confrontée à une insuffisance d'équipement dans les écoles. Le ministre de la Défense nationale natif de la région a offert 230 tables bancs à 2 établissements de la localité. Ce don est destiné à l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiro et au lycée franco-arabe de Tonkolonko 1. Un geste concret qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves sur place. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est au total 230 tables bancs offerts aux établissements scolaires de la préfecture de Farana. Ce don est reparti entre l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiro, une réalisation de l'association pour le développement de ce village, et le lycée-collège franco-arabe de Tonkolonko 1, l'unique de la région. Un édifice réalisé par un opérateur économique de la localité. Ce geste du général de 2e section Abouakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, vient à point nommé. Je suis très ravi, très content de ces cadeaux. J'invoque Allah pour le donateur. On a besoin d'une assistance par les bienfaiteurs qui n'ont qu'à venir nous aider à réparer l'école. Nous n'avons pas de clôture. Si on veut réellement que les enfants restent à notre disposition, il faut que l'école soit clôturée. Le donateur, qui n'est pas à son premier geste, avait doté la bibliothèque régionale de plusieurs livres. Un don qui a boosté considérablement le niveau de lecture dans la région. Cet autre geste intervient à l'ouverture officielle de l'année scolaire 2025-2026, une période où les besoins en infrastructures et équipements sont cruciaux. Il a construit une bibliothèque préfectorale qui porte le nom de Ahmed Sékou Touré. Il a mis 5000 livres de tout genre dans ces bibliothèques-là. Cela nous a permis cette année d'avoir un très bon résultat. Monsieur le ministre de la Défense a tenu promesse, ça n'a même pas fait les 24 heures, les balles là sont bénies. Donc au nom de la population de Tiro, nous remercions infiniment Monsieur le ministre. Ce soutien matériel va permettre d'améliorer significativement le niveau d'assimilation des élèves de ces 2 établissements scolaires. Cette initiative est saluée par les autorités administratives et éducatives de la région.
Lancement d'une vaste opération de distribution gratuite de kits scolaires à Kankan. C'est un geste de Hadia Mandjoula Silla, la maman du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Avec ses outils essentiels, les élèves des différents établissements franco-arabes de la commune urbaine de Kankan vont aborder la nouvelle année scolaire avec beaucoup d'espoir. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. À Kankan, l'action patriotique d'une Guinéenne est en train de renforcer l'accès à l'éducation des enfants pour leur permettre de rejoindre la vaste opération de distribution de kits scolaires sur les écoles franco-arabes de Nabaya pour augmenter le taux de scolarisation des enfants, en particulier des petites filles. Le bon samaritain Hadia Mandjoula Silla, la maman du président de la République, dévoile son sens élevé pour permettre aux tout petits d'accéder à un matériel de base essentiel pour leur scolarité. Nous les enseignants, on reçoit chaque fin du mois un geste vraiment qui nous soulage. Et voici nos élèves aujourd'hui encore. C'est la première fois dans l'histoire ici qu'il y a des trucs qui viennent et qu'on donne aux élèves de franco-arabe. Donc quand c'est un truc pareil qui vient dans ton école, vraiment c'est satisfaisant. Moi-même je suis vraiment ému, je suis vraiment content ce matin. En offrant ces équipements, la donatrice favorise un environnement scolaire plus accueillant et stimulant pour les enfants, afin qu'ils puissent apprendre et s'épanouir dans les meilleures conditions. Mandjoula Silla est certes la mère du chef de l'État, mais son combat consiste avant tout à œuvrer pour le bien-être des enfants et leurs parents. La donatrice est consciente des défis rencontrés par les élèves de Baté pour accéder à une éducation de qualité. Cette campagne de distribution gratuite des kits scolaires s'inscrit dans le cadre de son engagement constant à soutenir l'éducation et à réduire les disparités éducatives. C'est également un geste fort en faveur de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. À Kassia, dans la préfecture de Kindia, une école franco-arabe vient de bénéficier d'importants travaux d'aménagement. Plusieurs salles de classe ont été construites et des forages d'eau ont été réalisés pour améliorer les conditions d'apprentissage. Un geste de l'érudit de Kindia, salué par les autorités locales et par les populations. C'est un reportage de Nabi Kamara. 6 nouvelles classes franco-arabes réalisées et équipées à Kassia dans la commune urbaine de Kindia, des forages et des latrines pour le commissariat et le marché de Khaliagori dans la commune rurale de Damakania. Des œuvres sociales offertes par l'érudit de Kindia en guise de contribution à l'éducation des enfants et à l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces localités respectives. Construire une école n'est pas chose facile, mais l'homme qui est en train de construire à Kindia, ce n'est pas sa première fois, ce n'est pas sa deuxième fois. C'est continuel chez lui. Et les propriétaires de cette école, le quartier, ils sont réunis pour donner son nom à cette école. Collège franco-arabe, Elhadj Abdul Wakil Al-Mali Keita, c'est le nom de l'école. Ça c'est un nom qui doit illustrer beaucoup de choses ici. C'est un soulagement et une reconnaissance de la part des bénéficiaires de ces différentes réalisations à l'endroit de l'érudit de Kindia. Elhadj Wakil Keita, qui n'est pas à sa première fois dans la construction, l'équipement, prise en charge des enseignants en logistique, en franco-arabe. Ce n'est pas sa première fois, ça fait partie de sa culture. Inch'Allah, cette école sera gérée à bon escient. L'érudit de Kindia n'en est pas à sa première expérience. Il a déjà réalisé des infrastructures sociales dans plusieurs localités de la préfecture de Kindia. Et voilà qui nous amène à parler maintenant du concours d'accès aux écoles professionnelles, un concours qui se déroule donc dans de bonnes conditions. Dans chaque préfecture, un centre d'examen est installé pour permettre à tous les jeunes qui veulent embrasser un métier d'affronter les épreuves sans avoir à se déplacer. Lancé Kamisoko nous propose un tour d'horizon. Dans toutes les préfectures du pays, le concours d'entrée dans les écoles d'enseignement technique se déroule conformément à l'agenda des autorités. Dans le sud du pays, en région forestière, ils sont au total 1648 candidats, dont 543 filles, à affronter les épreuves. Ce que j'ai à lancer à ces candidats, c'est de rester calme, de rester serein, de considérer que vraiment ce sont des formateurs guinéens qui ont proposé ces épreuves
Donc il va de soi qu'ils pourront se tirer d'affaire quand ils restent concentrés et disciplinés. Tout comme à Zérékoré, à Kankan, le concours d'entrée dans les écoles professionnelles suscite beaucoup d'espoir pour les candidats. Dans la région, les différents responsables ont multiplié ces dernières années les sensibilisations pour inviter les jeunes à s'orienter massivement dans les écoles techniques. 2487 candidats pour les différentes filières des écoles IRAM de Sigiri pour les filières d'électricité industrielle, mécanique générale, maintenance véhicules légers et électricité bâtiment. Les candidats de l'ENAE pour les filières d'exploitant agricole. Également les candidats qui ont postulé pour l'ENAM, École nationale des arts et métiers, à Conakry. À Mamou et à Farana, le concours se déroule également selon les règles établies. Tous apprécient l'accent mis ces dernières années sur l'enseignement technique en Guinée. On a toutes les options en BTS, on a créé les BT de ces options-là, tel que le préscolaire. Le préscolaire, c'est les gens qui ont le nouveau terminal, qui font le préscolaire. Et quand on prend les autres branches techniques, par exemple les écoles de santé, là c'est quoi? L'imprimer d'État a le BT, imprimé auxiliaire, sage-femme auxiliaire. Dans la région de l'Abbé, la jeunesse prend conscience de l'importance de l'enseignement technique. Ce concours d'accès est perçu comme une opportunité à saisir pour préparer un avenir sûr avec une compétence professionnelle. L'université forme des cadres. Et maintenant, là où nous sommes actuellement avec la rénovation entamée par ce ministère qui est en place, j'ai décidé maintenant de me lancer dans l'école professionnelle. À Kindia et à Bouquet, le concours d'accès aux écoles d'enseignement technique a également été officiellement lancé par les autorités administratives. Ceci traduit également le fait que nos populations, nos jeunes ont compris, parce que nous leur avons dit que rien ne sert à s'attendre à la maison. Et quel que soit le diplôme que vous avez, si vous avez la volonté d'apprendre un métier, l'État, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a offert l'opportunité de vous faire inscrire dans une école d'apprentissage. Une jeunesse formée et qui est occupée à travailler dans des sociétés, dans des entreprises, c'est là où il y a la stabilité. Le concours d'accès aux écoles d'enseignement technique se déroule dans 36 centres à travers le pays et se poursuivra jusqu'au dimanche prochain. Un autre sujet dans ce journal, c'est la lutte contre la corruption en Guinée, avec cette question essentielle: comment renforcer la transparence et la bonne gouvernance? Un partenariat vient d'être conclu entre le Conseil national des organisations de la société civile et l'Agence nationale de lutte contre la corruption, une alliance stratégique qui marque le début d'une coopération dont l'objectif est, vous allez le voir, de prévenir et de combattre cette pratique dans notre pays. Maïmouna Bella Diallo. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la lutte contre la corruption figure parmi les grandes priorités des autorités. Objectif, promouvoir la bonne gouvernance et moraliser la gestion publique. Pour atteindre ce but, la société civile joue un rôle clé, notamment sur le terrain de la prévention. Ce travail de fond, qui est celui de la prévention, naturellement, nous ne pouvons pas le mener seul, notre structure, notre institution. Et nous avons considéré que le CNOCS est une organisation qui a la même vision, qui est engagée dans absolument la protection des intérêts du peuple de Guinée, au même titre que les gouvernants. Et il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le CNOCS qui est bien implanté sur le territoire national comme partenaire à l'effet de conjuguer nos efforts. Et de cette synergie d'efforts-là, je pense que des résultats plausibles pourront absolument naître, émerger. Cette rencontre marque une nouvelle ère de collaboration entre le Conseil national des organisations de la société civile et l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Nous nous engageons à l'accompagner, à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la République. Parce que la société civile, c'est l'entité la plus proche des citoyens. Les messages qu'ils voudraient être portés, nous allons les porter. La sensibilisation, nous allons le faire dans le cadre de la prévention pour aider d'abord toute la population guinéenne à comprendre le phénomène de corruption. À l'issue des travaux, les deux institutions ont scellé un partenariat fécond débouchant sur un plan d'action opérationnel. Celui-ci vise à intensifier la prévention à travers des campagnes de sensibilisation destinées aux populations sur toute l'étendue du territoire.
Et puis la Chambre de commerce, industrie et artisanat vient de participer à Dakar aux travaux sur le renforcement du commerce maritime, le cabotage étant l'outil de connectivité de certains corridors, notamment Dakar-Banjul, Dakar-Conakry, a été largement débattu. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme la faible intégration sous-régionale. Abdul Karim Kamara. Au sein de la ZLECAF, les idées ne cessent de germer afin de stimuler les échanges sud-sud. Ici, au pays de la Teranga, l'un des outils de cette stimulation, le cabotage, est en débat. Un instrument de connectivité pour renforcer le commerce maritime. La rencontre porte sur comment développer les corridors maritimes Dakar-Praia, Dakar-Agadir, Dakar-Alger, Dakar-Conakry et Dakar-Banjul. Ces routes constituent des axes stratégiques, diversifiés et sécurisés nos marchés, l'exportation et l'importation de nos produits, accroître la compétitivité de nos filières sur les marchés régionaux et internationaux et soutenir la croissance économique tout en fluidifiant les échanges et en valorisant nos ressources nationales. Comme le rappellent les travaux de l'Union africaine sur l'économie bleue, l'Afrique ne représente encore que 3% du trafic maritime. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme le coût élevé et la faible intégration sous-régionale. La Guinée est représentée à cette rencontre par la Chambre de commerce, industrie et artisanat. La Chambre de commerce de Guinée a été conviée de participer, vu la position stratégique du port de la Guinée, du commerce, de l'activité du secteur économique de la Guinée pour la sous-région. Nous sommes très satisfaits de prise de suggestion de la délégation. C'est une initiative à développer auquel la Guinée sera valablement représentée à travers la Chambre de commerce de Guinée. La rencontre de Dakar sur le cabotage se veut un creuset de concertation inclusive et fécond, associant décideurs publics, opérateurs privés et partenaires techniques. Un mot de santé maintenant, avec, je le disais tout à l'heure au sommaire, le CHU Donka et la chirurgie orthopédique qui connaît une précieuse avancée. Depuis quelques jours maintenant, une mission médicale apporte au sein de l'hôpital des soins de pointe aux enfants et forme en même temps le personnel local. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités déterminées à réduire des évacuations sanitaires en dotant le CHU de compétences techniques et humaines à la hauteur de ses ambitions. Tchao Ousmane Diallo. Dans son plan de modernisation des soins, le CHU Donka a entrepris une politique d'ouverture avec des partenaires étrangers de renom. Dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, notamment dans la branche orthopédique, avec l'association des enfants du NOMA, une stratégie est en place pour assurer un transfert de compétences tout en prenant en charge gratuitement des patients. Pour la 5e fois, cette association dépêche au CHU Donka une importante équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers pour développer la chirurgie orthopédique. C'est une mission où nous sommes une équipe de 10 personnes. Nous venons opérer des enfants, principalement des enfants qui ont des malformations, soit des malformations des membres ou inférieures ou supérieures. Nous revoyons des patients qui ont été opérés il y a quelques années, qui sont très contents. Nous avons de très bonnes relations avec la direction de l'hôpital Donka, avec qui nous formons vraiment maintenant une véritable équipe. Mon enfant a subi une intervention chirurgicale avec succès, ce qui lui permet de marcher aujourd'hui après 8 ans de maladie. Ça va mieux aujourd'hui, Dieu merci. Des chirurgies orthopédiques jugées délicates sont réalisées grâce également à des installations adaptées, fruits d'un engagement de l'État guinéen à faire du CHU Donka un hôpital de référence dans la sous-région. Aujourd'hui, on a fait des séquelles des traumatos avec des pieds équins, des malformations congénitales assez sévères. Comme vous avez tout à l'heure avec le pied qu'on a fait, on a fait une malformation aussi de la cheville qui était très très sévère. On a fait des ostotomies. Une centaine d'enfants vont être gratuitement pris en charge dans le cadre de ce programme qui met surtout l'accent sur la maîtrise par les professionnels locaux des avancées en matière de chirurgie orthopédique. Nous allons prendre maintenant la direction de Séguiri. Séguiri qui abrite la société aurifère Anglo Gold Ashanti de Guinée, plus connue sous le nom de SAG.
Ce lundi, le conseil d'administration de la société s'est réuni en présence du ministre des Mines et de la Géologie. Une rencontre importante au cours de laquelle une feuille de route ambitieuse a été adoptée. Il s'agit, en termes clairs, d'améliorer la performance opérationnelle de la SAG, de moderniser les équipements et de renforcer l'intégration locale. Saint-Martin Fancinadouno. La SAG, Société Anglo-Gorda-Gentil, est l'un des piliers orifères nationaux avec le site de Sigiri au centre de ses opérations. Il y a 2 jours, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, présidait le conseil d'administration en sa qualité de représentant de l'État et président du dit conseil. Les membres se sont réunis autour de lui pour fixer des priorités claires, augmenter la production en onces, moderniser les équipements et renforcer la contribution locale. Nous travaillons ensemble avec la SAG afin qu'on puisse, continuer la réduction des coûts de l'entreprise qui a commencé depuis 2021, mais également augmenter le niveau de production de la SAG, passer à 300 000 onces à 400 000 onces, ce qui sera profitable pour l'économie nationale, mais également pour la SAG. Autant d'objectifs liés à des décisions d'investissement, de maintenance et de gouvernance examinées pour permettre à la SAG d'améliorer ses performances. Ces investissements-là vont se chiffrer pour l'année prochaine à environ 200 millions de dollars et pour l'année 2027 à environ 300 millions de dollars. Ce sont des investissements qui vont permettre d'améliorer la production et nous allons partir de 323 000 onces l'année prochaine à 366 000 onces en 2027. La SAG, depuis le Bureau mondial, a apprécié les efforts des autorités guinéennes pour la réussite du processus du référendum du mois de septembre dernier, gage d'une stabilité démocratique qui favorise les investissements et sécurise les investisseurs. Et puis dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique entend mettre en place une brigade nationale de salubrité publique. Et pour ce faire, l'agence, en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des ordures, travaille sur la rédaction du règlement de la salubrité publique. L'objectif est d'amener les citoyens à rompre avec les vieilles pratiques. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique multiplie des initiatives pour renforcer la gestion des ordures. Au-delà de la dotation des communes de Conakry en équipement d'assainissement, l'ANSP se fixe pour objectif de créer une brigade de salubrité publique, une structure nationale qui fonctionnera sur la base d'un statut et d'un règlement. Il faut rendre aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, mettre en place un cadre réglementaire et coercitif pour essayer pratiquement de forcer les gens à adopter un comportement civique et citoyen. Le résultat de ces travaux constituera pratiquement la feuille de route pour cette brigade de salubrité. On appuie à l'ANSP pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'organisation de la gestion des déchets se fasse. L'organisation des déchets, il y a 3 éléments très importants. La sensibilisation, l'information, le service, donc le service de collecte qui doit venir chez tout un chacun, mais il faut aussi un service de sanction. La mise en place de ce dispositif sécuritaire contre l'insalubrité viendra renforcer l'application des bonnes pratiques d'assainissement à travers tout le pays. La synergie d'action doit être de mise. Donc on est en train petit à petit de faire le point, de comprendre ce qui ne va pas et de responsabiliser davantage les collectivités. Personne ne viendra, disons, rendre nos villes et nos cités propres. C'est nous qui produisons les ordures et c'est à nous d'assumer aussi la transformation, mais aussi l'hygiène. Dans le cadre de sa mission de coordination et de régulation du secteur d'assainissement, cette rencontre marque une étape cruciale pour l'ANSP d'impulser un changement durable de comportement, de promotion d'une culture de propriété et de responsabilité citoyenne en Guinée.
Et c'est dans ce contexte qu'un projet d'aménagement et d'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry voit le jour. Ce projet va contribuer à la modernisation de la capitale et à réduire les risques de maladies hydriques. C'est le fruit de la coopération Sud-Sud, Guinée, Royaume du Maroc, Banque islamique de développement BID. Ousmane Ba, Salifou Silla. Le gouvernement et ses partenaires en ordre de bataille pour la modernisation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry. Après une étude de terrain, le projet est présenté aux parties prenantes. Une coopération sud-sud de 21,660 millions de dollars entre la Guinée, le Royaume du Maroc qui appuie le projet en nature et la Banque islamique de développement qui contribue à hauteur de 18,8 millions de dollars. L'appui du Maroc consistait à l'appui pour la mobilisation des financements de la BID, puis à la réalisation des études de ce projet de station, et ce par le biais de l'ONE, partenaire multiforme de la Guinée depuis plus de 20 ans, avec le soutien financier de l'Agence marocaine de coopération internationale, l'AMCI. Dans ce projet, l'ONE est reconnue pour son savoir-faire dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mettra son expertise au service de la Guinée en accompagnant la DATU dans le renforcement de ses capacités et la mise en œuvre technique du projet. Ce projet d'amélioration du cadre de vie va générer 200 emplois et contribuera à la formation de 144 cadres. L'objectif est très clair. Améliorer le cadre de vie des habitants de Conakry, traiter efficacement les eaux usées avant leur rejet et préserver durablement la santé publique et l'environnement. Il s'inscrit dans une dynamique nationale déjà bien engagée. Au cours des dernières années, notre pays a réalisé plusieurs milliers de mètres linéaires de circuits d'évacuation des eaux usées et pluviales. Réhabiliter des zones à risque sanitaire et le renforcement des capacités techniques de nos services à travers des formations spécialisées et des échanges d'expertise avec nos partenaires bi- et multilatéraux. Depuis plusieurs décennies, nos deux entités, la Guinée et la BID, entretiennent une relation fondée sur la confiance mutuelle, mais aussi le respect et une vision partagée de développement de grande envergure. Et aujourd'hui, l'empreinte de cette collaboration se matérialise par la modernisation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry, qui est vraiment une étape majeure. Élément clé de modernisation de la ville de Conakry, le projet va réhabiliter 7 stations de pompage, à savoir 5 à Kaloum, 1 à Dixine et 1 dans la commune de Matam. Et pendant ce temps, le Conseil guinéen des chargeurs intensifie la lutte contre les tracasseries routières sur les axes du pays. Une mission mixte vient d'être dépêchée sur le corridor Koya-Kindia-Kouremale avec pour mandat de mettre fin aux obstacles qui freinent encore le transport routier. À Koya, Kindia et Mamou, la délégation a engagé une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences des tracasseries routières, tant pour l'économie nationale que pour l'image de notre pays. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Moussa Komara. C'est l'un des corridors les plus importants du pays. La route Koya, Kindia et Mamou traite d'union entre la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Mais sur ce parcours vital, les tracasseries routières freinent le mouvement des biens, des personnes et de la confiance. La tracasserie routière nous fatigue et ça fatigue non seulement les chauffeurs, mais le surcharge. Les véhicules aussi, nous le reconnaissons, ça nous fatigue. Et ça fatigue, c'est ça. On ne peut pas accepter un chauffeur qui circule, qui n'a pas un permis de conduire, qui n'a pas une assurance, qui n'a pas une visite technique, qui n'a pas une carte grise. À pied d'œuvre, le Comité national de facilitation des transports inter-État et transit routier espère stopper le phénomène. Un défi majeur pour la fluidité du commerce et la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque un contrôle qui doit se faire en 5-10 minutes au niveau des agents en charge du contrôle routier dépasse largement ce temps, on arrive à retenir les gens pendant des heures pour des contrôles qui ne sont généralement pas nécessaires. Ça, on appelle tracasserie. Mais les usagers aussi, qui sont en train d'utiliser leur engin sans document, le chauffeur qui n'a pas de permis de conduire n'est pas habilité à conduire un véhicule. Notre mission, c'est comment faire de manière que la circulation soit fluide. Donc grâce à l'effort
du haut commandant. Il a cherché une grille de 100 tonnes qui est positionnée vers Mamou. Ça, c'est parce que c'est autour de Mamou, il y a plus d'accidents. Donc ça nous permet de dégager quand il y a une situation pareille. En unissant autorités locales, transporteurs et sécurité routière des villes de Koya, Kinya et Mamou, le Conseil guinéen des chargeurs jette les bases d'une route plus juste, plus humaine et compétitive dans l'espace CEDEAO. Mesdames et messieurs, nous allons ce soir encore revenir sur les échos de la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à son indépendance, notamment en dehors du pays. À New York, tout d'abord, la célébration a été marquée par un esprit de retour aux sources et par un engagement renouvelé pour l'unité et pour le progrès national. Loin de Conakry, les cœurs ont battu à l'unisson. Les images de notre envoyé spécial à New York, Moussa Bangora, sont commentées par Makeme Donzo. C'est dans une ambiance de retour aux sources que l'anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré à New York. De véritables retrouvailles entre compatriotes, mais aussi un moment opportun pour raviver le sentiment de fierté, de tolérance et pour réaffirmer l'engagement envers une Guinée unie et prospère. Nous nous souvenons aujourd'hui du courage visionnaire du président Ahmed Sékou Touré et tous ceux qui, au prix de sacrifices immenses, ont ouvert la voie d'une Guinée libre et souveraine. Leur héritage nous oblige à préserver l'unité nationale, à protéger nos valeurs socio-culturelles et à continuer à bâtir un pays juste et prospère. Ce 67e anniversaire, placé sous un thème inspirant, doit encourager chaque Guinéen, où qu'il se trouve, à œuvrer et participer activement au progrès. Un progrès nécessaire pour préserver notre liberté sociale et économique, acquise au prix du sacrifice de nos dévanciers. Le peuple de Guinée a toujours fait preuve de résilience et a su préserver sa dignité, son intégrité, son unité et son espoir de lendemain reluisant. C'est sur ces valeurs et cet espoir que le président de la République, son excellent général Mamadi Doumbouya, fonde son action à la tête de notre pays, convaincu qu'il est que le succès de tout programme de développement tient essentiellement à sa compréhension par le peuple, à l'adhésion pleine et entière de celui-ci et à la participation constructive de tous. En célébrant les 67 ans d'indépendance de notre pays à New York, les cœurs des compatriotes battent à l'unisson pour notre patrie. Ce moment n'est pas seulement un rappel de l'histoire, mais un appel renouvelé à l'unité, à la tolérance et à l'engagement de tous. Cette année, la fête a été célébrée loin d'Accra, là où elle se tient habituellement. C'est donc à Lomé, au Togo, que l'ambassadeur Jean-Matos Doré et son équipe ont choisi de marquer l'événement, une manière de rapprocher la diplomatie guinéenne de ses ressortissants dans les juridictions placées sous son autorité. Mariam Kamara. Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance de la Guinée, habituellement organisée au Ghana, a été exceptionnelle.